Ma sœur m'a appelée. On ne se parle plus depuis des années. Elle est enceinte du troisième. Elle s'est installée à la campagne, en Touraine, pas loin de la maison de mon père. Elle a mis ses filles dans une école privée, elle a un chien, une maison, un 4x4, un mari qui est avocat, qui a une barbe, une moto, un château. Il n'y a rien à dire et c'est pour ça, essentiellement, qu'on ne se parle pas. Qu'elle soit ma sœur n'y change rien. Qu'est-ce que je peux lui dire, à ma sœur? Puisqu'elle croit à des choses auxquelles je ne crois pas. Elle croit à l'enfance. Elle croit aux parents merveilleux et tragiques. Elle croit qu'il faut, jusqu'à la mort, être l'enfant de ses parents, la mère de ses enfants, la femme de son mari. Des choses qui, pour moi, n'existent pas. Des choses qui, pour moi, sont des mensonges. Des choses qu'on se dit pour ne pas penser. Elle m'a parlé de mon père, des tumeurs au poumon, des métastases au foie et dans un os. Elle savait plus lequel. Elle a dit qu'il fallait voir le médecin lundi, qu'on lui ferait une ponction pour voir ce qu'on pouvait faire. Elle disait que le médecin ne pouvait pas répondre à la question du temps qu'il reste. Elle a pleuré, je n'ai rien dit. Elle m'a dit, il allait bien quand tu y étais, et que ce serait bien que j'y retourne. J'ai pensé qu'on ne se parlait pas beaucoup, lui et moi, quand j'y étais, il y a 2 mois, quand j'y avais passé plusieurs semaines. J'ai pensé qu'il était déjà en train de crever, que je le voyais, qu'il me le disait, que je ne lui disais pas que ce n'était pas vrai. Il regardait des séries pour se distraire de sa mort. C'était nouveau, les séries. C'est ce qu'il faisait toute la journée. Ça avait l'air de marcher. Je me disais que c'était bien, les séries, quand on était en train de crever. Je lui achetais des Bounty glacés, des Snickers glacés, quand j'allais au Super U. C'était ce que j'avais trouvé. Ça l'intéressait plus que ce que je lui disais. D'ailleurs, je lui disais rien. Lui non plus ne me disait rien. On ne se parlait pas. On n'aime pas trop ça, mon père et moi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a rien à dire. C'était plus facile pour moi d'acheter des Bounty glacés et des Snickers glacés que de lui parler, et pour lui de me dire merci et de les manger que de me répondre. J'ai pensé que c'était toujours autre chose quand les choses comme la mort se précisaient. J'ai pensé que ce n'était pas la mort le problème. C'était ce qu'il fallait faire pour y arriver. Toutes les étapes. J'ai pensé que c'était bizarre que ma sœur pleure. J'ai pensé qu'elle avait peut-être fait sa vie comme ça, à se raconter que les gens qui comptent, c'est son père, son mari et ses enfants, sans se poser de questions, parce qu'ils étaient là, parce que c'était comme ça. J'ai pensé que c'était facile de se dire, c'est ça l'amour. C'est ce qui tombe sur ceux qui sont autour. J'ai pensé que c'était une façon de ne pas se poser la question de l'amour. J'ai pensé que ça faisait très longtemps que mon père et moi, on ne s'aimait plus, que c'était ce que j'avais vu il y a 2 mois, chacun à un bout de la maison, à ne pas se parler parce qu'on n'avait rien à se dire. J'ai pensé que c'était normal puisque ça faisait très longtemps que l'enfant s'était passé, que ça faisait très longtemps qu'il ne savait rien de ma vie et qu'il n'en voulait rien savoir. Que sa vie, c'était regarder des séries ou la télé, et c'était tout. Qu'il ne s'intéressait plus à moi, ni à ma sœur. Que je savais bien qu'il n'en avait rien à foutre de ma sœur, comme il n'en avait rien à foutre de moi. J'ai pensé que moi non plus, je ne pensais plus à lui, à sa mort, comme lui ne pensait plus à moi, à ma vie. Que c'était logique, que c'était juste, que je pensais plus souvent aux amis de circonstance ou à la fille du moment qu'à mon père. Ma mère morte, ma sœur, mon fils de 12 ans que je ne vois plus depuis 4 ans. J'ai pensé que la famille était quelque chose qui avait totalement disparu de ma vie. J'ai pensé que ce n'était pas quelque chose de triste ou de grave. J'ai pensé que c'était normal, que c'était plutôt sain de penser des choses comme ça. J'ai pensé que si on ne voit plus les gens, ils finissent par
disparaître, et que père, mère, enfant, ça ne veut pas dire grand-chose s'ils ne sont plus présents, sauf pour les gens qui veulent y croire, et la plupart veulent y croire. Mais que moi, j'avais toujours été comme ça, et sans doute mon père aussi, à ne croire qu'à ce qui existe dans la réalité concrète, qu'à ce qui est avéré par des faits. Et que concrètement, la famille avait pour moi totalement disparu de la réalité, que c'était devenu un mot dépourvu de tout fait matériel, que le mot s'était vidé de sa substance, démontrant que le mot était vide, puisqu'il pouvait l'être. J'ai pensé que cette expérience non intentionnelle, que cette succession d'accidents dans ma vie, allaient tous dans le même sens d'une disparition de la famille, m'avait fait atteindre une forme de modernité de la pensée et de l'existence, que c'était quelque chose que j'avais réussi, que j'avais prouvé, qui était prouvé en moi, que j'étais la preuve, in concreto, par l'absence de famille dans ma vie, alors que j'avais encore un père, un fils, une sœur, alors qu'ils n'étaient même pas morts, alors qu'on vivait dans le même pays, dans la même ville, dans le même quartier parfois, qu'on vivait dans le même espace spatio-temporel, que j'étais moi, Constance Debré, par mon existence, la preuve in concreto que la famille n'est qu'une illusion. Comme Galilée avait prouvé que le soleil qui tourne autour de la Terre était une illusion, que c'était toujours bien d'être la preuve in concreto du caractère fallacieux d'une hypothèse intellectuelle, de démontrer la fausseté de choses banales, d'apporter la preuve qu'elles ne sont que des croyances, non la réalité, telle la religion, le marxisme, le capitalisme ou la psychanalyse, comme toutes les pensées de système auxquelles on peut choisir de croire, qu'on peut choisir de suivre, mais sans la moindre preuve matérielle de leur véracité, et que par conséquent, on peut aussi décider de ne pas croire, de ne pas suivre. J'ai pensé que c'était bien de s'approcher de la vérité, que je n'y voyais aucune tristesse, aucun désagrément, aucune tragédie, que je trouvais que c'était toujours mieux que de se raconter des histoires sur des gens qui ne vous aiment pas et que vous n'aimez pas. Je me suis demandé si les gens qui me liraient allaient se dire oui, au fond, c'est vrai, ça n'existe pas la famille, s'ils allaient arrêter de faire semblant d'aimer et de souffrir, d'aimer si mal. Je me suis demandé à quoi ressemblerait le monde si les gens arrêtaient de se mentir sur l'amour, s'ils allaient abandonner les fausses amours et du coup aimer à nouveau avec plus de force, de vitalité, aimer plus en quantité et en qualité. J'ai pensé aussi à tous ceux que j'avais aimés et que j'avais perdus. J'ai pensé que c'était toujours bien d'aimer le plus de personnes possible dans une vie. J'ai pensé que la famille, l'amour de la famille, la foi dans la famille, au fond, c'était juste de la peur à se poser la question de l'amour. Et que moi, sur la question de l'amour, je croyais autant au quantitatif qu'au qualitatif, que je ne les opposais pas. Je pensais que le courage dans l'amour posait autant la question du quantitatif que du qualitatif, que je me méfiais des gens qui parlaient du qualitatif pour l'opposer toujours au quantitatif. J'ai pensé à tous les êtres que j'avais aimés, à toutes les femmes surtout, que j'avais aimées depuis 5 ans, contre très peu d'hommes avant, à part P, bien sûr, pendant 20 ans. J'ai pensé que si je n'avais pas été particulièrement douée pour la perte, par le hasard, puis par l'entraînement, si je ne m'étais pas forcée 1000 fois à serrer les dents, je n'aurais pas aimé autant d'êtres dans ma vie. Je me suis demandé combien encore il y aurait d'êtres que j'aimerais, quels seraient leurs prénoms, leurs corps, leurs histoires, ce qu'ils allaient m'apprendre, comment on allait s'aimer, se caresser, se séduire, se blesser, se quitter. J'ai pensé qu'au fond, on avait toujours la vie qu'on voulait avoir, ou plutôt qu'on se débrouillait toujours pour que notre vie ressemble à une forme idéale qui devait être collée quelque part dans notre cortex, et que cette forme, chez moi, devait être quelque chose de déchiré, taché, troué, comme un vieux jean, que c'était toujours les formes abîmées qui me plaisaient le plus, que tout était parfait comme toujours, que le réel était toujours parfait.